Mercredi 16 février 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Ce 16 février, les scolaires et étudiants du Niger, ceux de Niamey en particulier, la capitale, étaient en recueillement au cimetière musulman de Yantala sur les tombes des 3 étudiants tués le 9 février 1990. Les élèves et étudiants ont donc marché pour se retrouver au niveau de ces tombes pour implorer Dieu, pour que leur âme repose en paix. Ce, au lendemain d'une autre tuerie d'un élève cette fois-ci, ici même à Niamey. Hier, en effet, vous avez sans doute suivi ça sur nos antennes. Un élève a été tué par des balles tirées sur lui et d'autres de ses camarades qui étaient dans un véhicule au niveau de la résidence d'une autorité. Je propose donc de suivre d'abord le résumé de la marche de recueillement organisée ce matin avec nos reporters Adam Soumana et Halidou Bourema. Les scolaires de la capitale, avec à leur tête les membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN, convergent ainsi vers les cimetières musulmans de Yantala pour un recueillement sur les tombes des martyrs du 9 février 1990. À cette occasion, une fatia a été dite pour le repos des âmes de ces martyrs, en marge de laquelle l'un des leaders syndicaux du mouvement estudiantin a bien voulu nous situer les bien fondés de ce recueillement. Nous venons ici pour nous recueillir, pour charger notre mémoire, et pour nous donner également plus de force à continuer la lutte pour laquelle ces martyrs se sont sacrifiés pour le monde scolaire, c'est-à-dire pour une justice sociale, pour une justice juste au sein de notre pays. En dehors de cela, c'est également un moment spirituel parce que ça permet à l'ensemble des scolaires de venir ici et faire beaucoup de prières à la mémoire de nos martyrs. Vous savez, et religieusement, les morts ont besoin de prières. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici pour faire des prières. Et ce recueillement intervient dans un contexte assez particulier et très tendu pour le monde scolaire. Vous le savez, il n'y a même pas 24 heures de cela que nous avons assisté également à un autre drame, ce que nous pouvons appeler drame, parce que la perte de la vie humaine est sacrée. Ainsi, face à ce dernier tragique événement qui endeuille les scolaires de la capitale en particulier et ceux de l'ensemble du pays en général, les responsables syndicaux des scolaires se disent déterminés pour que lumière soit faite. Le combat que nous allons mener, c'est un combat pour la justice. Je le disais tantôt, nous n'allons pas accepter que l'âme de ce jeune élève soit sacrifiée. Les responsables qui ont commis ou les responsables doivent répondre de leurs actes. Je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il en est de trop. Les scolaires ou les citoyens même de façon générale ne méritent pas la répression barbare, ne méritent pas la violence, ne méritent pas d'être tirés à balles réelles dans une capitale et à quelques mètres de la présidence. Je crois que cela doit interpeller les responsables au plus haut niveau de l'État pour qu'ils sachent que cet acte-là, c'est un acte inhumain qui a été posé. Et en tant que responsables des scolaires que nous sommes, nous serons là auprès de nos camarades pour lutter pour que ce meurtre, parce que c'est un meurtre, ce meurtre ne puisse pas être impuni. Justice, rien que la justice pour leurs martyrs, tel est le leitmotiv des scolaires nigériens depuis plus de 3 décennies. Notons que cette 32e commémoration a la particularité d'être marquée par un nouveau deuil pour le monde scolaire. Voilà, ce deuil justement est fait suite donc à la mort hier des suites de tirs en balles réelles sur d'un élève d'un établissement privé d'ici à Niamey. Il s'appelle Nouridine Aliou. Il a donc succombé à cette balle qui a donc dû le toucher alors que des éléments de la garde, de la gendarmerie nationale ont tiré sur le véhicule dans lequel il se trouvait avec d'autres camarades. À cet effet, hier, après le drame qui est survenu donc à la mi-journée, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a animé un point de presse pour donner beaucoup plus de détails sur ces événements. Je vous propose de le suivre en extrait. Il s'agit d'un événement qui s'est passé entre midi et 13h. Un véhicule de marque Mercedes à bord duquel
il y avait 4 personnes, 6 personnes plutôt, dont 2 filles et 2 garçons, à vivre, à lire, effectuer ce qu'on appelle un virage américain à côté d'une résidence qui était surveillée par des éléments de la gendarmerie nationale. Alors, devant la vitesse avec laquelle les véhicules ont foncé droit vers les postes qui assuraient la sécurité, un des éléments justement de cette sécurité a tiré. Il a tiré 2 ou 4 fois et la balle a malheureusement atteint un des occupants du véhicule en question. Il s'agit du nommé Noureddin Aliou. Et à son nom, c'est des événements qui sont regrettables. Chaque fois que la vie humaine est perdue, c'est des événements qui sont tout à fait déplorables. Devant la situation, nous avons immédiatement instruit la direction de la police judiciaire pour ouvrir une enquête pour nous permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé et de cerner avec précision les contours de cette affaire. Voilà, c'était donc le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey sur la mort hier d'un élève au niveau de l'établissement CG25 de Niamey. Le procureur a donc promis que toute la lumière sera faite sur la mort de cet élève en classe de terminale dans une école, dans un établissement privé ici à Niamey. Éducation toujours avec cette rencontre initiée ce matin par la Fédération départementale des comités de gestion d'établissement COGES de la commune Niamey 2, une rencontre qui vise à discuter davantage de l'implication de ces comités de gestion dans la gestion justement des établissements scolaires au titre de l'année 2021-2022. D'autres précisions avec nos reporters Chebou Guisso et Hamza Sakou. C'est dans le cadre de l'implication des communautés dans la prise en charge des établissements scolaires que s'est créé un comité de gestion des établissements secondaires, COGES. Ainsi, la présente cérémonie marque la première assemblée générale de la Fédération départementale du COGES de l'arrondissement communal Niamey 2. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à la première assemblée générale de la Fédération départementale du COGES au titre de l'année scolaire 2021-2022 de l'arrondissement communal Niamey 2 que je préside. Au cours de ces travaux, les délégués mandatés des établissements scolaires que vous êtes auront à examiner et adopter le projet de plan d'action de notre structure. De notre installation à aujourd'hui, nous avons entrepris des visites dans tous les établissements secondaires relevant du 2e arrondissement de Niamey, ce qui nous a permis de toucher du doigt les défis auxquels ils font face. Le projet de plan d'action soumis à votre approbation résulte de l'ensemble des plans d'action axés sur la qualité PAC produits par les COGES membres de la FDC. Je lance un appel aux uns et aux autres d'être assidus dans les activités de la FDC, mais surtout honorer leurs cotisations. Le maire de la commune de Niamey, à l'heure de son allocution d'ouverture, exhortait les partenaires à plus de participation pour l'amélioration du système éducatif nigérien. Il me plaît de demander aux chefs traditionnels et leaders religieux de tout mettre en œuvre pour continuer la sensibilisation des populations pour leur participation active aux instances de cette structure décentralisée. Au regard de l'importance que requiert la question de l'école et de la qualité des participants à cette rencontre, nous osons espérer qu'au sortir de cette Assemblée générale,
Un plan d'action réaliste et réalisable sera validé avec des actions cohérentes qui seront mises à la disposition de la FDC Niamey 2 pour assurer les meilleures conditions d'enseignement-apprentissage aux élèves dans un environnement protecteur. À cet effet, je voudrais attirer votre attention quant à la gestion rationnelle des subventions mises à votre disposition par les partenaires techniques et financiers à travers le Fonds sectoriel éducation par le truchement de l'Agence nigérienne de financement des collectivités territoriales. Présent pour la circonstance, le directeur départemental de l'éducation de la commune 2 de Niamey a saisi aussi l'occasion pour demander aux participants d'examiner sans complaisance le projet du plan d'action pour cette année académique. Début ce matin de la 4e réunion ordinaire du comité de pilotage du projet Filets sociaux adaptatifs Wadata Talaka 2. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 6 milliards de francs CFA et il vise à bâtir un système efficace de protection sociale aux personnes vulnérables. Le résumé de l'ouverture de cette 4e réunion ordinaire donc, du comité de pilotage du projet Filets sociaux avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Yahya. Cette 4e réunion ordinaire du comité de pilotage du projet Filets sociaux adaptatifs Wadata Talaka 2 intervient 4 mois après l'entrée en vigueur du financement additionnel d'un montant de 130 millions de dollars US, soit près de 65 milliards de francs CFA accordés par la Banque mondiale à l'État du Niger. Un projet dont l'objectif majeur est de bâtir un système efficace de protection sociale afin d'accompagner les personnes vulnérables. Le comité de pilotage, c'est l'organe d'orientation stratégique du projet. C'est lui qui est chargé de valider les bilans des activités menées par le projet, d'approuver les planifications de l'année N+1 et de prendre des mesures allant dans le sens d'une meilleure mise en œuvre du projet. Donc c'est un peu ça les principales missions de ce comité de pilotage. Il regroupe en tout cas les acteurs qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Et si vous avez suivi un peu les présentations, vous avez pu en tout cas apprécier la diversité en tout cas des ministères et des partenaires qui composent en tout cas cet organe important pour l'État du Niger. La particularité de cette année, notre réunion intervient en tout cas particulièrement dans une année très difficile pour nos populations. Vous savez très bien la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale qui traverse notre pays. Et c'est une situation très alarmante. En tout cas, les attentes des populations sont fortes vis-à-vis de nos travaux. Et je pense que nous allons tout faire pour que, en tout cas, les réponses attendues du projet Filets sociaux soient apportées dans le temps. Le président du comité de pilotage s'est quant à lui réjoui des résultats atteints par le projet à seulement 2 ans de mise en œuvre. À seulement un peu plus de 2 ans de mise en œuvre, le projet compte déjà à son actif des résultats très encourageants, à savoir 27 781 ménages chroniquement vulnérables touchés sur une prévision de 120 000, soit un taux de 23%. 27 781 ménages touchés par les sensibilisations pour un changement de comportement, sur une prévision de 120 000, soit un taux de 23%. 365 216 ménages victimes des conséquences socio-économiques de la COVID-19 touchés sur une prévision de 400 000, soit un taux de 94%. 13 400 ménages victimes d'inondations touchés sur une prévision de 13 500, soit un taux de 99%. 16 850 travailleurs touchés sur une prévision de 66 000, soit un taux de 26%. Le montant total décaissé est de 39 179 360 370 francs CFA, sur un budget global d'environ 115 milliards 500 millions, soit un taux de 34%. Pour rappel, cette 2e phase du projet Filets sociaux adaptatifs Wadata Talaka 2 couvrira 167 communes réparties entre 61 départements des 8 régions du Niger.
Cette phase est étalée sur une période de 7 ans et couvre la période de 2019 à 2026. Le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, a présidé ce matin l'ouverture de la 3e édition du Forum des mines et du pétrole de l'espace CEDEAO, forum dénommé ECOMOF. C'est une rencontre ouest-africaine qui vise l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Je propose de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Adamou Soumana. Experts et différents acteurs de l'énergie, des mines et du pétrole de l'espace ouest-africain se retrouvent par la présente rencontre qui se veut le 3e forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Ce rendez-vous de la capitale nigérienne vise à se pencher sur l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Occasion pour la ministre en charge des mines de faire la genèse de l'histoire minière du Niger et son apport pour le développement du pays. Je voudrais souligner que pendant des décennies, le Niger a été coté parmi les premiers pays producteurs d'uranium à travers son exploitation par la compagnie minière d'Akuta et la Société des mines de l'Aïr dans un partenariat multipartite associant des groupes japonais, espagnols, chinois, français. Avec ce minerai d'importance stratégique, le Niger a pu vivre toutes les étapes d'une activité minière, partant de l'exploration à la fermeture d'une mine et la réhabilitation des sites. Le boom de l'uranium a été pour le Niger l'opportunité de démarrer un vaste programme d'investissement socio-économique. Nous avons aujourd'hui comme vestige, entre autres, l'immeuble Onarem qui abrite les ministères des Mines et celui du pétrole et de l'industrie, l'immeuble de l'uranium inauguré hier par le ministre des Finances, la route Tawa-Arlit, une exposition itinérante affichée ce mois de février 2022 au Musée national de Niamey que je vous invite à découvrir. Pour sa part, son homologue du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, il s'est appesanti sur l'objectif assigné à cette rencontre. Pour cette édition, la candidature de la République du Niger a été retenue, puis un protocole d'accord fut signé le 4 novembre 2019 entre la CEDEAO et notre pays. Initialement prévu se tenir en septembre 2020, le forum a vu plusieurs reports suite à l'état d'urgence sanitaire instauré dans plusieurs pays de la sous-région pour cause de pandémie de la Covid-19. Après plusieurs échanges entre les parties, les dates du 16 au 18 février 2022 ont été retenues pour le déroulement de l'événement à Niamey. Mesdames et messieurs, ce forum, dont le thème principal, intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales, vise à promouvoir une contribution durable des secteurs des mines et du pétrole à la croissance économique et au développement social de la communauté. Il cadre parfaitement avec la vision stratégique du développement pétrolier et minier décliné dans le programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, en présidant la cérémonie d'ouverture, se réjouit du choix apporté sur le Niger pour abriter cette rencontre sous-régionale, tout en réitérant l'engagement des plus hautes autorités du pays pour une intégration sous-régionale, voire continentale. Ainsi, 3 jours durant, les acteurs de l'espace CEDEAO intervenant dans les industries extractives auront à mûrir les réflexions en vue de l'intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé cette fois-ci hier le lancement du plan de soutien du gouvernement et le plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2022. C'est un plan que le gouvernement nigérien avec ses partenaires humanitaires ont élaboré pour venir en réponse aux besoins alimentaires de plus de 3 millions de personnes selon les estimations des autorités. Je vous propose de suivre le résumé de lancement de ces 2 plans avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Confronté à diverses crises dues au choc climatique et épidémiologique, la situation humanitaire au Niger
continue à se détériorer avec l'insécurité. Plus de 3,5 millions de personnes sont dans une situation de précarité, d'où la nécessité du plan de soutien du gouvernement et un plan de réponse humanitaire du Niger. Le pays est accompagné par plusieurs partenaires. L'année dernière, les financements humanitaires obtenus étaient de 42% des fonds requis, permettant tout de même d'assister 67% des personnes ciblées en 2021. C'est le lieu ici pour moi de remercier vivement l'ensemble des bailleurs bi- et multilatéraux du Niger qui, par leur engagement, ont permis d'atteindre des résultats appréciables. Cependant, des ressources à la hauteur du plan de réponse humanitaire 2022 seront nécessaires pour alléger les souffrances des populations dans les zones les plus affectées. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers, exprimer l'appréciation pour l'ouverture et pour la communication que le gouvernement a fait à notre endroit par rapport à cette crise. Sa disponibilité pour le dialogue. On n'a ménagé aucun effort pour communiquer en temps utile et les différentes réunions menées en bilatéral ou en groupe de dialogue de PTF nous ont permis de comprendre tant la situation mais également l'action gouvernementale. Pour offrir une assistance à ces personnes dans les besoins, plus de 600 milliards de francs CFA doivent être mobilisés. Situation à laquelle le gouvernement demande l'assistance. Au vu de la situation préoccupante qui s'annonce, je voudrais, au nom du gouvernement du Niger, lancer un appel à la solidarité internationale pour venir en aide au Niger dans ses efforts de soutien aux populations vulnérables, victimes de crises multidimensionnelles, alimentaires, nutritionnelles, pastorales, sanitaires et sécuritaires. C'est le lieu, au vu de la préoccupante situation, de vous demander plus d'engagement, plus de mobilisation de ressources financières, matérielles et techniques conséquentes à nos côtés et à la hauteur des besoins actuels. Le gouvernement, pour sa part, réaffirme solennellement sa ferme volonté de poursuivre avec encore plus de détermination et de persévérance sa disponibilité à renforcer et à faire fructifier ce partenariat riche et exemplaire au service de nos populations. D'ample explication a été donnée aux zones de médias sur ce sujet à travers un point de presse animé par le ministre de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes, accompagné par la coordinatrice humanitaire des systèmes des Nations Unies et l'ambassadeur de l'Union européenne. Le chef de canton de Diounou, c'est dans la région de Dosso, a organisé samedi dernier une lecture de Saint-Coran pour implorer la grâce de Dieu sur le Niger en général et sur le département de Diounou en particulier. Je vous propose de suivre le résumé de cette cérémonie et juste après ce résumé, vous suivrez la rubrique hebdomadaire Chronique judiciaire. Le numéro d'aujourd'hui porte sur le rôle du médiateur de la République et de son institution. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Ils étaient plus d'1 millier de disciples et érudits de l'islam de plus de 110 villages du canton de Diounou et d'une dizaine autres du Nigeria à prendre d'assaut la grande mosquée de Diounou pour cette lecture collective du noble Saint-Coran. De la mosquée de Diounou, pleine comme un œuf, résonnaient les paroles de Dieu récitées en chœur par ses érudits et leurs disciples. Mais qui est l'initiateur de ce rassemblement empreint de ferveur musulmane? Nous sommes venus répondre à l'appel du chef de canton Bachir Ambali. Longue vie et long règne à lui. Celui qui nous a invités dans cette contrée, c'est le chef de canton de Diounou, Mahamadou Bachir. Pour quelle fin l'honorable chef de canton, El Haj Mahamadou Bachir Haroun Ambali, a-t-il organisé cette lecture du noble Saint-Coran? Le chef de canton de Diounou nous a rassemblés dans son canton pour prier selon la tradition de l'islam Dieu pour la paix et le développement de Diounou et du Niger. Que Dieu protège le Niger et le protège de tous les soubresauts et répande la paix dans notre pays. C'est l'objectif de cette lecture collective. Actuellement, les oulémas et disciples s'activent à la lecture du Saint-Coran pour implorer Dieu de descendre sa bénédiction et la paix sur le Niger.
Tout le monde sait les menaces qui entourent le pays. C'est pourquoi les citoyens se tournent davantage vers Dieu pour la sécurité, la sérénité. Et comme vous le voyez, la mobilisation est à 100%. Des érudits du département de Djoundjou ont répondu à l'appel du chef de canton, l'honorable El Hadj Mahamadou Bachir Harouna Ambali. Quelle est la signification et l'importance de la lecture du noble Saint-Coran? Chaque fois que vous descendez le Coran, il est conseillé d'implorer Dieu qui vous y exaucera cela, d'où l'importance de la lecture collective du noble Saint-Coran pour que Dieu descende sur le Niger, la prospérité, la paix, et c'est cela la contribution du chef de canton de Djoundjou à la construction de l'œuvre nationale. Ya kira mu domin mu karanta alkur'ani mai girma da mai neman zaman lahiya a wannan gari da kuma ƙasa baki daya domin Allah ta'ala ya ce ya saukar daga Qur'ani magani daga kowane irin abu. Une initiative du chef de canton de Djoundjou, très appréciée par l'ensemble de la communauté locale, des acteurs religieux et des invités. Elle est vraiment bonne. Si quand même on peut continuer de temps en temps pour la lecture du Saint-Coran pour que le bon Dieu nous descende la miséricorde. Cette initiative du chef de canton, c'est une très bonne initiative. Le fait de regrouper l'ensemble de la population de la commune et même du département pour la lecture du Saint-Coran, c'est vraiment une très bonne chose parce que la lecture du Coran apaise la colère du Dieu. Ça va aussi aider l'ensemble du Niger et notre commune en particulier à ce qui concerne la sécurité. Et sincèrement parler, c'est une très bonne chose. Tous les musulmans le savent très bien. Si on lit le Saint-Coran, en tout cas, on aura beaucoup de choses. Ces genres d'actions ne peuvent que renforcer la cohésion et la paix. Ce qu'il faut noter d'ailleurs, c'est que ce n'est pas la première fois que le chef de canton de Djoundjou organise ce genre d'activité. Parce que invoquer Dieu, c'est très important et avoir la paix, c'est très important. Il n'y a pas plus qu'un pays et nous avons besoin de cela pour que le pays prospère. Donc il faut le remercier, il faut le féliciter. Tous ces acteurs ont aussi invité les autres chefferies et d'autres bonnes volontés à emboîter le pas au chef de canton de Djoundjou. Nous remercions le chef de canton de Djoundjou car c'est une chose que nous attendions depuis. Il a fallu l'honorable pour nous amener sur la voie de la cohésion sociale, du rassemblement, de l'unité nationale et le renforcement de la culture islamique. Les marabouts se sont mobilisés autour de cette action pour prier, pour invoquer Dieu, pour amener la paix dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous pouvons que appeler les autres bonnes volontés à faire de même. Après la lecture du noble Saint-Coran au complet, les oulémas et disciples ainsi que les invités de marque ont prié pour la paix, l'unité nationale, la cohésion et la prospérité partagée pour le canton de Djoundjou et le Niger. Des oulémas et disciples qui ont pris congé de leur hôte, l'honorable chef de canton de Djoundjou, El Hadj Mahamadou Bachir Harouna Ambali, avec le sentiment de la mission accomplie et une pluie de bénédiction à l'endroit de l'initiateur et de l'organisateur de cette lecture du noble Saint-Coran, l'honorable El Hadj Mahamadou Bachir Harouna Ambali, en tant que fervent musulman, chef traditionnel émérite et patriote affirmé pour avoir fait œuvre utile pour son canton, Djoundjou, et son pays, le Niger, à travers cette action salutaire et salvatrice pour consolider la paix et le développement durable sur l'ensemble du territoire national. Depuis un certain temps, les citoyens ou les usagers de services publics ont fait recours ou bien font recours au service du médiateur de la République dans le cadre du fonctionnement du service public ou de l'administration publique de manière générale. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire découvrir aux téléspectateurs le rôle du médiateur de la République, son institution, comment est-ce que le médiateur de la République est né ou quel est le texte qui lui donne naissance,
quelles sont ses prérogatives, quelle est l'étendue de ses pouvoirs, quels sont ses domaines d'intervention. Est-ce qu'il y a un régime d'incompatibilité entre la fonction du médiateur de la République et d'autres fonctions qu'il peut être amené à exercer. Il y a également la question de la saisine du médiateur de la République. Dans quelles conditions les citoyens peuvent saisir le médiateur de la République, et la question également de l'autosaisine, parce que le médiateur peut également s'auto-saisir de certaines questions qui lui paraissent importantes, qui sont sous le coup de ses compétences. Nous allons également parler de la procédure judiciaire, puisqu'il y a certains dossiers qui peuvent être pendants devant les juridictions. Est-ce que ces dossiers-là peuvent être soumis à la compétence du médiateur de la République? Voilà autant de questions sur lesquelles nous allons entretenir le public dans ce numéro. Donc, s'agissant de la base juridique qui donne naissance à l'institution du médiateur de la République, il s'agit de la loi numéro 2011 du 18 août 2011. Mais cette loi a été modifiée en 2013. Il y a eu l'intervention ou l'adoption de la loi 2013-30 du 17 juin 2013, modifiant et complétant celle de 2011 qui institue le médiateur de la République. Alors, à propos de la nomination du médiateur, il faut se référer à l'article 3 nouveau de la loi de 2013 dont j'ai parlé tantôt. Je vous donne lecture de cet article. Le médiateur de la République est choisi par le président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité morale, leurs compétences et leur expérience en matière administrative, économique, politique et sociale. Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres pour une période de 6 ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas de démission ou d'empêchement dûment constaté par le Conseil d'État. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le président de la République qui choisit le médiateur de la République parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité, comme il a été précisé, intégrité morale, pour leurs compétences, leur expérience en matière administrative, économique, politique et sociale. Mais ce qui est encore intéressant ici, c'est la question de son mandat. Le médiateur est nommé pour un mandat de 6 ans. Et la loi fait bien de préciser que ce mandat est non renouvelable. Quelle lecture on peut faire de ce caractère non renouvelable du mandat du médiateur de la République? Cela veut dire tout simplement que c'est une façon de donner au médiateur les mains libres pour travailler, pour traiter les dossiers qui sont de sa compétence. Vous savez que quand vous êtes redevable, quand quelqu'un ou quand vous recevez votre nomination de la part d'une personnalité, eh bien, vous pouvez être enclin à être redevable à cette personne. Souvent, sur certains dossiers, vous pouvez ne pas avoir les mains libres parce que peut-être vous voulez être reconduit, etc. Donc, la loi instaure le médiateur ayant compris cela et pour permettre au médiateur de jouir pleinement de ses pouvoirs et d'exercer et d'œuvrer pour le peuple, lui a donné un mandat unique et non renouvelable. Parce que vous savez de toute façon que vous n'allez pas revenir. Donc vous aurez de cette façon-là les mains libres pour travailler. Maintenant, revenons à l'article 1er de la loi de 2013.
Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Ça fait suite à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, c'est une autorité qui jouit des prérogatives, qui a des mains libres pour apprécier, pour traiter les réclamations que les usagers lui soumettent. C'est une autorité indépendante. Elle n'est pas soumise à un pouvoir public. Ça, c'est important. Il faut aussi préciser qu'il y a également la question de l'immunité du médiateur de la République. Nous voyons cela au niveau de l'article 4 de la loi. En substance, cet article dispose que le médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. C'est important. Voilà encore un autre point qui vient conférer le médiateur dans son rôle de défense ou dans son rôle de médiation au sein des organes de la République ou entre les citoyens et les administrations publiques. Donc, les avis qu'il émet, les décisions qu'il peut prendre dans l'exercice normal de ses fonctions ne peuvent faire l'objet, ou bien pour ces questions, il ne peut être recherché, poursuivi ou détenu. Alors, revenons maintenant sur la question des incompatibilités, puisque il existe. Là, les fonctions du médiateur de la République sont incompatibles, nous dit l'article 5 de la loi de 2013, avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public, à l'exception de l'enseignement supérieur. Je reprends cette disposition, que les fonctions du médiateur sont incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle, de tout emploi public, à l'exception de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, quand le médiateur est nommé, il ne peut plus exercer d'autres activités professionnelles ou même publiques, à l'exception de l'enseignement supérieur, tels que les enseignants-chercheurs ou l'enseignement de les universités, etc. Donc, voilà en ce qui concerne la question de l'incompatibilité. Maintenant, revenons à la question de la saisine. Qui peut saisir le médiateur de la République? D'aucuns peuvent penser que c'est seulement les personnes morales ou c'est seulement les administrations publiques, ou bien même parmi les citoyens, il faut une super catégorie de citoyens pour saisir le médiateur. Non. La loi de 2013, en son article 6, dispose que toute personne physique ou morale qui estime qu'à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé n'a pas fonctionné conformément à la mission du service public, qu'il doit s'assurer, peut, par réclamation écrite, porter l'affaire à la connaissance du médiateur de la République. En substance, selon l'article 6, toute personne, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, qui estime que une administration publique ou un service public n'a pas fonctionné normalement, ou que dans le fonctionnement de ce service public, ses droits ont été lésés, eh bien, cette personne physique ou morale peut, par réclamation écrite, saisir le médiateur de la République afin de rentrer dans ses droits. Maintenant, outre la saisine par les administrations ou par les personnes physiques, le médiateur de la République peut également s'auto-saisir. Et en substance, l'alinéa suivante de l'article 6 dispose que le médiateur de la République peut s'auto-saisir des situations dont il a connaissance et qui relèvent de sa compétence, chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été anormalement lésé ou peut vraisemblablement l'être par acte ou omission d'un organisme public. Donc, si le médiateur a fait le constat selon lequel une personne, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale,
a été lésé ou qu'un service public n'ayant pas normalement fonctionné a lésé l'usager dans la jouissance de ce service public, eh bien le médiateur de la République peut s'autosaisir lui-même. Et il faut préciser également que le médiateur de la République peut recevoir, à la demande du président de la République, du président de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, il peut recevoir des questions qui peuvent lui être imputées ou des dossiers qui peuvent lui imputer par ces institutions ou bien par ces personnalités afin d'assurer la médiation et de permettre aux citoyens de rentrer dans leurs droits. Revenons à la question de son pouvoir. Le médiateur de la République présente au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de ses activités. Le rapport d'activité est dit public. Le pouvoir que la loi lui a conféré, c'est celui de s'autosaisir, c'est celui d'assurer la médiation quand un service public n'a pas fonctionné comme il se doit. Et à la fin de l'année, il rédige un rapport qu'il remet au président de la République. Donc, vous voyez que c'est un rôle central que joue le médiateur de la République. Maintenant, il y a un aspect important qu'il faut souligner. Certes, le médiateur de la République peut intervenir quand un usager a des raisons de se plaindre du fonctionnement d'un service public. Mais attention, il y a également un certain nombre de limites. Et regardons l'article 13 de la loi instituant le médiateur de la République. Cet article dispose en substance que le médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle. Mais le respect des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au médiateur de la République de demander à la collectivité bénéficiaire de renoncer à tout ou partie de ses droits en cas d'iniquité, quand il n'y a pas l'équité. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand un dossier est pendant devant une juridiction, le médiateur de la République n'a pas ici compétence pour interférer dans cette procédure ou bien pour empêcher la poursuite normale de la procédure juridictionnelle engagée. Mais tout de même, malgré cette procédure, incidemment ou bien concomitamment, une procédure de règlement à l'amiable quand le citoyen saisit le médiateur peut être engagée. Une solution à l'amiable peut être trouvée devant le médiateur. Mais le médiateur n'a pas compétence pour arrêter la procédure pendant devant les juridictions. Et donc, c'est un aspect extrêmement important. Maintenant, par rapport à la question de la saisine, comme je l'ai précisé tout à l'heure, n'importe quel citoyen qui a des raisons de penser que le service public n'a pas fonctionné saisit le médiateur par une requête écrite, par une réclamation écrite. Mais il y a également des préalables. Ici, il s'agit de la question du recours préalable. Est-ce que l'usager a saisi l'administration en question avant de saisir le médiateur? Souvent, il vous suffit tout simplement de faire un recours gracieux ou tout simplement de faire un recours hiérarchique pour avoir gain de cause. Mais pour saisir le médiateur de la République, il faut avoir déjà exercé un recours administratif préalable. Il faut saisir l'autorité en question par un acte écrit pour demander la révision de l'acte qui vous fait grief. Et peut-être par là, vous aurez gain de cause. L'administration en question, peut-être c'est une erreur, peut revenir sur sa décision avant que vous ne saisissiez le médiateur de la République. Si vous n'exercez pas ce recours administratif préalable, votre requête est inacceptable ou bien votre requête ne sera pas traitée au niveau du service du médiateur de la République. Donc, en somme, voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à la loi 2011, du 8 août 2011, qui a été modifiée et complétée par la loi 2013-30 du 17 juin 2013, instituant le médiateur de la République.